On va commencer par peut-être par vous présenter, Sylvie, Rayana. Présentez-vous, expliquez-nous vos entreprises, qui vous êtes. Moi, je vous connais, mais tout le monde ne vous connaît pas. Bonjour à tous ceux que je connais. Bonjour. Oui, donc moi je m'appelle Sylvie Perret, j'ai une société qui s'appelle IDs, qui est basée dans le sud de l'Alsace, donc à côté d'Altkirch, qui a été créée depuis 5 ans avec mon fils et plus tard un peu avec ma fille. Nous accompagnons les petites entreprises dans leur visibilité sur Internet. Ça peut être du site web, les aider à être visibles sur Google, et les aider dans le référencement, éventuellement leur faire leur site web et tout ce qui va avec, le graphisme, l'identité visuelle. Voilà. Parfait. Et vous, Rayana? Enfin, et toi, Rayana, pardon. On a un problème de son, il faut brancher le son. Ouais. Ah, c'est bon. C'est parfait, Désolée, super. j'ai Non, oublié. pas de souci, pas de souci. Bonjour à tous. Alors moi c'est Rihanna. Je suis responsable donc de l'entreprise My Easy Office. Je m'occupe essentiellement de tout ce qui est organisation, gestion, donc comptabilité, fiscalité des entreprises avec un cabinet d'expertise comptable. Et ensuite je paramètre des logiciels ERP CRM adaptés à tout ce qui est activité des toutes petites entreprises et des individuels et des associatifs. Donc, l'ERP CRM n'est pas uniquement pour les grosses boîtes avec des grands budgets. Ça existe vraiment des solutions très, très, très simples que nous mettons en place. Aussi, un serveur cloud, tout ce qui est travail collaboratif et virtuel en tout cas. C'est vraiment en vogue actuellement. Voilà. Donc, si tu me permets, Céline, on va partager l'écran. Bien sûr, c'est le but, il n'y a aucun souci. Donc, notre sujet pour ces 3 petits quarts d'heure, c'est la cybersécurité. Alors, qui est un peu malmenée en ces derniers temps parce que il y a beaucoup de pirates qui profitent un peu de cette crise pour hacker des hôpitaux, mais aussi venir vous menacer un peu dans vos situations personnelles. Donc, Peux-tu juste décaler les images, s'il te plaît, sur la droite ou en bas parce qu'on voit tout le monde en plein milieu de l'écran. Et... Excuse-moi, j'ai partagé le mauvais écran du coup. Il n'y a pas de souci. C'est la joie du direct. Voilà. Normalement, vous voyez qu'un seul écran là. Non, on voit encore le bandeau en plein milieu. Pour moi, le bandeau est à droite. Ah, pardon, c'est moi alors qui suis au milieu. Ah, ok, pardon. Oui, c'est le vôtre. C'est le vôtre. Paramétrage de chacun. J'ai rien dit, excusez-moi. Ça me rassure, ça me rassure. Je me suis dit, mince alors. Non. Donc, la cybersécurité, mieux vaut prévenir que guérir. Et en gros, nous, on a prévu 12 règles qu'on voudrait vous exposer aujourd'hui et qui sont pas exhaustives, loin de là, mais elles vont peut-être vous permettre d'avoir des réflexes qui sont importants. Voilà. Alors, je vais juste encore une fois vous partager le son de mon ordinateur. Voilà. Et comme ça, en principe, vous devriez entendre quelque chose. Est-ce juste? Parfait. Ouais. Alors, vos intervenants, nous, on vient de se présenter, donc on va vous épargner une deuxième présentation. Vous trouvez sur le net tout un tas de sites, principalement des antivirus et des hébergeurs qui mettent à disposition des cartes interactives de toutes les menaces en temps réel. Alors, inutile de vous dire qu'on ne peut pas les chiffrer, ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps, tant en termes de nombre d'attaques que en termes de type d'attaque. Voilà. C'est pour ça que les antivirus, en principe, sont mis à jour tous les jours. Et c'est important de les mettre à jour. On le verra tout à l'heure. Donc, la suivante.
Alors, les premières règles de base, en fait, donc c'est votre mot de passe. Là, nous vous conseillons vraiment de choisir des mots de passe complexes. La plupart du temps, on utilise vraiment des mots de passe assez bateaux, mais essayez de faire preuve d'imagination, que ce soit unique, que ce soit aussi renouvelé aussi souvent que possible. Donc, dans les traits jaunes, là, vous voyez quelques exemples. Oui, alors il faut utiliser de préférence des générateurs de mots de passe parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément des idées pour les mots de passe, mais il est important, très important de ne pas utiliser le même mot de passe partout. Pourquoi? Parce que si, comme récemment ça s'est passé sur Zoom d'ailleurs, ils se sont fait hacker, je crois 200 000 comptes, donc avec les mots de passe. Si vous utilisez le même mot de passe sur X applications, eh bien, le pirate aura vite fait d'aller se connecter sur votre compte Facebook, sur votre compte Twitter, ou peu importe, ou même sur votre ordinateur éventuellement. Donc, il faut utiliser des générateurs de mots de passe et utiliser des utilitaires de sauvegarde de mots de passe. Alors, vous n'êtes pas obligé, mais en principe, les garder sur votre agenda, c'est pas forcément une bonne chose à faire. On a déjà vu passer des écrans, des copies d'écran, des gens qui se filmaient caméra avec des post-it devant leur écran avec les mots de passe, quoi. Donc, il faut réfléchir où on stocke les mots de passe. Il existe un certain nombre d'utilitaires de mots de passe que je vous mentionne là sur la diapo. Vous aurez donc le replay, vous aurez largement le temps de noter les adresses, les URL que je vous note, ou les exemples d'applications qui ne sont pas toutes payantes. Alors moi, personnellement, j'utilise Roboform. Voilà, moi j'utilise depuis des années. C'est un utilitaire, un gestionnaire de mots de passe qui vous permet non seulement de générer des mots de passe, mais de les sauvegarder. Et quand il se connecte quand vous vous connectez à un site web, il va vous proposer de faire votre login. C'est-à-dire, il va le faire automatiquement. C'est très facile à faire et il y en a un certain nombre d'outils là que je vous mentionne en bas de page ici. Donc, c'est des outils gratuits pour la plupart. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Et ils risquent pas de se faire hacker ces générateurs de mots de passe? Alors, c'est des générateurs de mots de passe qui sont eux-mêmes déjà protégés par un mot de passe plus fort. Et moi, je privilégie les outils payants parce qu'on est en droit d'attendre un résultat. Hein. Et on est en droit de réclamer. Et en général, les outils payants, ils sont en principe obligés de vous prévenir quand il y a un problème chez eux. Hein. La CNIL aussi a publié une page pour vous indiquer comment générer un mot de passe solide. Et donc là, je voudrais ajouter le fait que la plupart des sites, et notamment les banques, qui sont obligés maintenant de le faire depuis le mois de septembre dernier, de vous proposer la double authentification. Il s'agit de quoi? Je pense que la plupart d'entre vous le savent. Vous vous connectez avec un utilisateur, un identifiant et un mot de passe. Et ensuite, on va vous générer un code, soit par SMS, soit par une application dédiée qui va vous donner un code pour accéder à l'application, y compris Facebook le fait aujourd'hui aussi. Hein. Donc, essayez d'utiliser dans la mesure du possible la double authentification. Évidemment, souvent c'est SMS et donc vous ne pouvez pas dire à votre voisin d'aller se connecter à votre place sur la même application. C'est le problème. Alors, deuxième règle, c'est les mises à jour. Vous avez vu déjà dans vos applications ou dans votre système des notifications. Surtout, ne le remettez pas au lendemain. Donc, c'est au jour le jour qu'il faut faire les mises à jour. C'est très important parce que, en règle générale, les agresseurs en fait recherchent les ordinateurs qui ne sont pas à jour dans les logiciels ou les applications pour pouvoir entrer et pirater votre système. Oui, alors ne le reportez pas au lendemain, il faut le faire.
Alors, quitte à le faire, souvent on peut le faire, le paramétrer pour que les mises à jour se fassent pendant la nuit, notamment sur Windows, par exemple. On peut dire à Windows, non, non, attends, là, je travaille, je ne veux pas éteindre mon ordinateur. Tu me le fais à 22 heures ou à minuit, quoi. Ça, vous pouvez le faire, vous pouvez le paramétrer. Donc, il faut activer les mises à jour du système en priorité. Donc, Windows, essayez d'avoir un système à jour. Pourquoi? Parce que les pirates évoluent. Les systèmes d'exploitation, donc Windows, alors là, je ne suis pas spécialiste en Mac, donc je parlerai plutôt de Windows aujourd'hui, puisque voilà. Activez les mises à jour et si votre système d'exploitation est obsolète, achetez la nouvelle mise à jour, puisque les techniques ont évolué. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous balader avec un Windows Vista qui est absolument plus à jour et qui est plus maintenu par Microsoft. Il y a trop de risques si vous vous baladez sur Internet avec ça, quoi. Donc, faites les mises à jour, faites-le aussi pour tout ce qui est antivirus. Alors, ayez un antivirus de qualité, c'est important. Et je pense que tout le monde a compris aujourd'hui que tout travail mérite salaire. Et il est pour moi logique de payer un antivirus, c'est pas excessif non plus la licence, mais payer les gens qui travaillent pour notre sécurité informatique, c'est important. Donc moi je travaille avec E7, on le verra après, depuis plus de 10 ans, et c'est un antivirus qui est assez léger, qui alourdit pas le système au niveau de la vitesse et qui est mis à jour tous les jours. Alors, troisième règle, c'est vos sauvegardes. Assurez vos arrières. Donc, un des principes de défense, c'est surtout de conserver une copie de vos données. Donc, des fois, vous avez des sauvegardes disque dur externe, il y a aussi le cloud, mais en tout cas, toujours assurer vos sauvegardes. Donc, pour les sauvegardes, il y a plusieurs solutions. Soit vous optez pour un disque dur externe, ce qui est, pour moi, c'est ce que je préfère puisque ça reste chez moi, c'est du local, et stockez-le en un lieu sûr. Un disque dur externe qui contient donc toutes vos données. Vous ne pourrez pas faire une récupération de système, sauf à créer une image système qui vous permet de récupérer tous les programmes, mais bien souvent, ce ne sera pas nécessaire puisqu'il va falloir tout réinstaller à la clé en changeant d'ordinateur, etc. ou de système d'exploitation. Donc, un disque dur externe qui conserve toutes vos données, ça me paraît être vraiment une bonne chose. Et comme ça, vous avez toujours une copie de vos données. C'est important si vous avez un virus qui, au départ, au lancement de votre système d'exploitation, vous dit, voilà, votre disque dur est crypté, vous devez me payer une rançon. C'est ce qu'on appelle des rançongiciels qui vont vous demander un certain tarif pour pouvoir récupérer vos données. Donc, dans ce sens-là, si vous avez toutes vos données sur un disque dur externe, vous pourrez très bien vous passer de payer cette rançon. En général, si vous arrivez à ce stade-là, il vaut mieux prévenir la police d'ailleurs. Vous pouvez aussi le stocker chez des hébergeurs ou dans des data centers spécialisés qui vous proposent donc des solutions de sauvegarde sécurisées. Il y a aussi des banques qui proposent des coffres-forts numériques. Donc là, mais vous payez toujours au niveau de la quantité de données que vous avez, donc ça peut revenir cher aussi dans une banque. Si vous n'avez pas beaucoup de données, pourquoi pas? Donc pour les sauvegardes, il existe différents outils que je vous mentionne ici. Donc vous avez Good5 qui est un outil de synchronisation des données, qui est un outil très rapide qui vous permet vraiment de synchroniser vos données tous les jours. Et c'est un logiciel qui va savoir, il sait très bien quels sont les fichiers qui ont été modifiés. Donc, la sauvegarde se fera très rapidement. Au niveau des sauvegardes externes, vous avez OneDrive qui est l'outil de Microsoft. Vous avez K-Drive qui est l'outil de Infomaniac. Donc, ça, c'est notre hébergeur en Suisse.
Mais vous en avez plein d'autres. Il vous suffit de chercher sur Internet, vous en trouverez plein d'autres. Mais il faut vraiment être sûr, quand vous confiez vos données à quelqu'un, que c'est quelqu'un qui a une pignon sur rue et il faut être assuré que vos données sont bien sauvegardées dans un endroit sûr. La deuxième règle, c'est la vigilance. Donc surtout, ne cliquez pas trop vite sur les liens ou bien sur des hypertextes ou comme cela. En fait, parce qu'une des attaques les plus répandues, c'est de tromper l'internaute pour lui voler les informations. Donc, on vous incite toujours à cliquer, et donc attention. Oui, alors là, c'est quelque chose qui est très, très courant. Vous recevez un mail, vous avez un lien dans le mail et vous cliquez dedans et là, vous vous faites avoir souvent et de plus en plus souvent. Et il vaut mieux, quand vous recevez par exemple un mail de la banque, aller sur le site de votre banque au lieu de cliquer sur un lien, parce qu'il peut très bien être faux. Et je vous en mets un exemple que j'ai reçu la semaine dernière. Quelqu'un qui se fait passer pour le gouvernement, qui vous promet donc une somme. Là, vous avez impôts.gouv.fr. Vous pouvez récupérer la somme de 410 €. Vous cliquez sur le lien, mais en fait, le lien, si vous passez la souris sur ce lien-là, vous verrez que ce n'est pas du tout le site du gouvernement. Et la plupart du temps, vous voyez d'ailleurs sur l'écran, il y a marqué http://iam.jessicabibic.com. Donc, c'est absolument pas un site officiel du gouvernement. Il a beau avoir le logo officiel, c'est vraiment une tromperie. Et j'en reçois toutes les semaines. Donc, si vous cliquez là-dessus, on va vous demander votre code bancaire, votre RIB pour soi-disant, vous reverser la somme de 410 €. Mais c'est vraiment du pipeau, quoi. Alors, cinquième règle. Je voulais juste dire, ça s'appelle aussi du hameçonnage. Si vous avez certainement déjà entendu ce terme-là. Désolée, Rihanna. Ne t'inquiète pas. Alors, cinquième règle, c'est sur vos données personnelles. Donc, on ne va jamais vous le redire. C'est très important, les données personnelles. Et donc, prenez soin et prévenez surtout les risques. Donc, surtout les données sensibles, hein, comme les coordonnées bancaires, comme disait tout à l'heure Sylvie. Voilà, alors les bons réflexes ici, c'est de voir si quand vous faites un achat ou quand vous êtes sur le site soi-disant d'une banque, de vérifier qu'il y ait bien la mention HTTPS. C'est le S qui est très important, ça signifie que ce site est sécurisé. Vérifiez aussi la politique de confidentialité. Est-ce qu'il s'agit d'un site européen qui, lui, est soumis aux règles de la nouvelle réglementation du RGPD? Donc, il faut vérifier vraiment à qui vous avez affaire. Et je vous donne un exemple tout de suite. On vous donne un exemple tout de suite après. Et là, je vais juste changer d'écran pour vous permettre de... Non, c'était pas celle-là. Bienvenue à la Hack Academy. Et maintenant, nous accueillons un nouveau candidat, Dimitri. Qui es-tu, jeune homme? Bonjour, je suis Dimitri Chilienko, j'ai 24 ans. Moi, faire études informatiques à l'université. Je viens de Korova. Ok, mon mignon, mais t'es pas là pour raconter ta vie. T'es là pourquoi? Pour expliquer à vous comment prendre l'information bancaire très facilement. Bah, montre-nous alors. J'intercepte connexion site marchand. Par exemple, jolichousse.com. Ensuite, moi, attendre pigeon passer commande. Et voilà, un petit clic droit. Et Sésame, ouvre-toi. Pas pigeon, pigeonne.
femme pas résister, belle chaussure. Elle, pas savoir que jolie chose pas être HTTPS. Du coup, moi, pouvoir intercepter numéro carte bancaire et cryptogramme. Elle, pas acheter chaussures à 79 €, mais à 7 900 €. Et voilà, Madame Svetlana Sidarevich qui vient de perdre gros. 2 minutes, moi, régler petit problème. Voilà. C'est un exemple parlant. Donc, c'est un site qui, vous trouverez d'autres exemples sur ce site que je vous mets en fin de diaporama. Mais ça, c'était tout à fait l'exemple du HTTPS qui peut être intercepté par des hackers. Vous avez des questions? Non, le HTTP. Oui. Alors, s'ils ont du HTTP, on peut intercepter. Alors, je me suis peut-être mal exprimée, oui. Tu as tout à fait. Tu as bien suivi, Pascal. Hein? Oui, mais parce que je suis dedans en ce moment. Super. Alors, 6e règle, c'est vos messageries, c'est-à-dire examiner vos mails. Donc, examinez bien si l'exemple que on l'avait vu tout à l'heure, hein, il y a des mails qui arrivent, mais attention parce que des fois, il y a des titres qui ne correspondent pas forcément à ce qui est dans le mail. Donc, essayez toujours de voir est-ce que ça correspond, le titre correspond à votre destinataire, à vous, etc. Voilà. Alors là, c'est un autre, c'est pas vraiment du hameçonnage, c'est un autre type de mail qui est assez courant. C'est-à-dire que la boîte mail de votre ami se fait pirater parce que quelqu'un a volé le mot de passe, a connu le mot de passe d'une manière ou d'une autre. Et puis, cette personne donc vous envoie, Monique vous envoie un mail et je suis dans une sale situation, est-ce que tu peux m'aider? J'ai besoin d'un virement, machin. Et en fait, elle a envoyé ce mail-là à tous ses amis, tout son carnet de contacts. Et quand vous examinez le mail, vous vous rendez bien compte que la formule de politesse ne colle pas. En général, elle vous dit bisous, à bientôt. Et là, c'est cordial salutation. Donc, il y a toujours des choses qui vous indiquent qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce mail. Donc, appelez vos amis pour vérifier si c'est bien eux. Pareil, quand ils vous envoient un lien, appelez vos amis si c'est bien eux qui vous envoyez. Ça peut être dans un PowerPoint. Hein. Moi, je les ouvre jamais quand on m'envoie un PowerPoint de blagues ou de choses un peu bizarres parce que ça peut toujours contenir des vers ou des virus et voilà. Donc c'est appeler vos amis. Souvent, d'ailleurs, on va le retrouver tout à l'heure. Alors, toujours dans la messagerie, donc, vous avez des pièces jointes, mais attention, ça arrive que ce soit des pièges qui sont joints. Voilà. Alors, dans les pièces jointes, on peut trouver des exécutables. Ce qu'on appelle des exécutables, c'est les points exe bien connus, c'est-à-dire l'extension qui se trouve derrière le nom du fichier. En fonction de l'extension qui se trouve, donc là, on a le point exe, le point pif, le point .com, enfin tout ce qui contient ce genre d'extension, ce sont des exécutables. Quand vous les ouvrez, il y a un programme qui s'exécute en tâche de fond et qui va peut-être vous infecter, certainement d'ailleurs, vous infecter votre ordinateur. Donc pour les pièces jointes de ce type-là, souvent quand vous travaillez avec Outlook, on va vous bloquer la pièce jointe, c'est-à-dire que le programme de messagerie vous empêchera généralement de l'ouvrir, mais ce n'est pas toujours le cas. Et vous-même, quand vous envoyez des pièces jointes, utilisez des fichiers RTF qui contiennent uniquement du texte brut ou utilisez des fichiers PDF normaux que vous pouvez faire avec tous les fichiers, avec Word, Excel, vous pouvez créer des fichiers PDF. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Alors, 8e règle, c'est vérifier les sources. Je crois que vous avez déjà vu qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux, donc des canulars, des messages de type chaîne de lettres, des porte-bonheur ou des pyramides financiers. Donc attention, c'est vraiment des
ne pas rediffuser facilement en fait ces messages-là. Voilà, alors il y en a plusieurs qui me viennent à l'esprit. Vous avez des fois des appels à dons. Souvent sur Facebook d'ailleurs, vous avez des appels à dons ou cotiser pour mon anniversaire. Alors, c'est Facebook qui vous propose des outils, mais il se fait payer. Facebook, faut pas se leurrer. Et souvent, c'est des organisations qui sont basées aux États-Unis. Donc, vous savez pas du tout où vont aller vos dons, où vont aller les dons que vous demandez de faire à vos amis, quoi. Donc, il y a aussi tout ce qui est envoie ce message à 10 autres personnes. Tout ça, ce sont des chaînes porte-bonheur qui sont plus ou moins interdites. Hein. Évitez de diffuser ces messages parce que vous ne savez pas qui est derrière, qui récupère vos données, puisque en rediffusant, celui qui a émis au départ le message peut très bien être destinataire de vos coordonnées. Donc, quoi qu'il en soit, évitez de diffuser des choses qui sont fausses ou qui visent à faire quelque chose que vous ne maîtrisez pas, dont vous ne maîtrisez pas la source au moins. Pour les messages, les fausses alertes, vous avez un site qui existe depuis très très longtemps, depuis une vingtaine d'années, qui s'appelle Hoaxbuster, qui débusque les fausses informations. Donc, vous trouvez souvent toutes les fausses informations qui circulent sur le web sur ce site-là. Alors, 9e règle, protégez votre matériel. Donc, Sylvie a déjà évoqué auparavant. Donc, c'est surtout sur les antivirus et les anti-spam et les chiffrages. Donc, ne lésinez pas là-dessus. Voilà, donc je vous ai dit qu'on en reparlerait. Donc là, vous avez le lien vers la boutique E7. Privilégiez un antivirus efficace et payant parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça mérite un salaire. Vous avez aussi l'anti-spam qui vous évite, qui va filtrer les courriers à l'entrée, ça vous connaissez certainement, mais vous avez aussi le chiffrage des données, c'est-à-dire que votre disque dur peut être chiffré. Ce qui évitera à quelqu'un d'autre d'aller fourrer son nez dans vos données. Vous avez au départ, quand vous vous connectez sur votre ordinateur, vous avez quelquefois un identifiant et un mot de passe, et ce mot de passe peut être facilement trouvé. C'est d'ailleurs le deuxième lien que je vous mets là en bas. C'est une petite vidéo qui est très sympa, une vidéo de prévention, mais qui montre qu'il est très facile d'entrer dans un ordinateur, même s'il est en mode veille, avec un mot de passe. Donc, vous pouvez la regarder à l'occasion, elle est marrante. Et le chiffrage va demander, après vous être identifié sur votre PC, il va demander un deuxième mot de passe pour déchiffrer vos données. Donc, vous pourrez très bien décider d'avoir un certain nombre de données non chiffrées et des dossiers chiffrés. Alors ça a une utilité particulière aujourd'hui parce que avec le RGPD, si vous vous baladez avec votre ordinateur portable et si vous le perdez, que vous avez des informations de clients sur ce portable, vous êtes obligé de le déclarer à la CNIL. Donc, il vaut mieux avoir un matériel protégé. Vous pouvez aussi le protéger d'une autre manière en localisant votre appareil qui a été perdu. Mais bon, ça n'évitera peut-être pas à la personne qui l'a volé de voler vos données, quoi. Donc, le chiffrage est un moyen efficace de protéger vos données et celles de vos clients. 10e règle, donc celui-ci c'est plutôt une petite astuce pour paramétrer votre navigateur. Vous verrez le démarche en fait. Donc c'est pour votre composant ActiveX et JavaScript. Alors là, c'est un peu technique parce que c'est vrai qu'on peut désactiver dans les navigateurs. Ici, c'est le navigateur Chrome. Vous avez différents navigateurs. Alors, les principaux, c'est Internet Explorer, Google Chrome, Firefox.
Vous pouvez désactiver des ActiveX ou JavaScript dans vos navigateurs. C'est conseillé par le gouvernement, par les sites gouvernementaux, mais bon, il faut bien se rendre compte que quand vous désactivez ces outils-là, il y a beaucoup de sites qui ne vont pas fonctionner. Donc, il faudra le désactiver sur les sites qui sont corrects. Donc, ça a une utilité dans certaines entreprises qui travaillent sur des choses un peu secrètes, hein, comme dans les laboratoires, par exemple. Ça peut être très utile. Et vous trouvez d'autres informations très précieuses sur le site de l'ANSSI qui émane du gouvernement et qui donne donc un guide de bonnes pratiques de navigation sur Internet qui est très, très complet, qui est très bien fait. Et vous pouvez aller plus loin aussi. Il y a plein de sites de guides sur ce site-là pour les entreprises. Vous avez aussi le deuxième lien qui vous explique comment activer ou désactiver JavaScript dans votre navigateur selon le navigateur dont vous disposez. Voilà. 11e règle, c'est sur votre système d'exploitation. Donc, il y a toujours un compte administrateur et un compte utilisateur. Là, nous allons vous expliquer ce que c'est, les différences entre les deux et quelles sont leurs utilités. Là, c'est technique aussi un peu, mais on va crescendo, hein. En fait, le compte administrateur vous permet d'accéder à tous les fichiers de votre disque dur. Donc, si vous créez sur votre système d'exploitation un deuxième compte d'utilisateur normal, sans droit d'administration, vous pouvez naviguer presque de manière sûre sur Internet. Alors, par rapport à votre ordinateur à vous, par rapport aux données sur votre ordinateur à vous, les autres règles restent valables, hein. Mais si vous créez un deuxième compte qui ne dispose pas de tous les droits, ça vous garantit que sur cette session-là, personne ne pourra avoir accès à vos données en naviguant sur Internet. Voilà, donc c'est un peu complexe, mais vous pouvez vous créer un deuxième compte, avoir un compte d'administrateur d'un côté avec un mot de passe à lui et un compte utilisé pour la navigation sur Internet. Donc là, vous avez aussi un lien qui vous explique comment faire. Alors, notre dernière règle, c'est sur le réseau. Donc, évitez les réseaux publics, surtout quand c'est inconnu, quand vous êtes à l'extérieur. Et puis, quand vous êtes chez vous, donc, protégez aussi votre réseau interne. Voilà, donc à l'extérieur, vous ne partagez pas vos fichiers. On vous demande, en général, quand vous vous connectez sur un réseau externe, si vous les partagez ou pas. Donc, ne partagez jamais. Et même quand vous ne partagez pas, ça peut être risqué, il faut le savoir. Chez vous, à la maison, vous pouvez désactiver votre Wi-Fi et à l'extérieur, pardon. Vous pouvez désactiver votre Wi-Fi et votre Bluetooth sur votre téléphone parce qu'on peut y accéder, hein. Et connectez-vous à des réseaux fiables. Donc, à la maison, là, vous pouvez, dans votre box, définir un filtrage MAC. On appelle ça un filtrage MAC parce que c'est un identifiant pour chaque appareil qui se connecte à votre box, à la maison. Et là, vous pouvez prendre le contrôle sur chacun des appareils. C'est composé d'une série de chiffres séparés par des doubles points. Donc, cette adresse MAC, chaque appareil dispose d'une adresse MAC identifiable. Sur votre téléphone, vous la trouverez. Vous le trouvez sur l'ordinateur, vous le trouvez sur chaque appareil qui se connecte à votre réseau. Et en utilisant ce filtrage MAC, vous avez la maîtrise des gens qui se connectent à votre réseau. On trouve où sur l'ordinateur le filtrage? C'est pas sur l'ordinateur, par contre, c'est sur la box. Vous vous connectez sur votre box Internet. Donc, c'est généralement le 192.168.1.1.1. Et donc là, une fois que vous accédez, vous allez sur le menu Wi-Fi. Et sous le menu Wi-Fi, vous allez dans les paramétrages avancés. Et dans les paramétrages avancés, vous avez activé le filtrage MAC. Donc là, vous voyez toute la série des appareils qui sont connectés à votre réseau.
Pour le paramétrage des box, vous allez généralement chez votre fournisseur d'accès. Là, je vous ai noté le lien vers Orange, par exemple. Alors, on nous a réservé un petit quiz qui est disponible aussi en ligne. J'ai le lien à la fin. J'ai juste encore une dernière arnaque à vous signaler qui est arrivée après la préparation du PowerPoint. Et alors là, c'est vraiment pour moi surprenant. C'est des sites vraiment de marchands très connus. Le dernier que j'ai eu, c'était Boulanger, par exemple, mais il y en a beaucoup. Il me semble que la Redoute fait pareil. Votre commande est terminée, vous avez fini, vous avez conclu votre achat, et puis on vous dit cliquez ici pour obtenir un remboursement de temps et temps. Et là, c'est discount. Hein. J'ai acheté des masques et à la fin de ma commande, j'avais ça, la semaine dernière. Et j'ai une amie qui a eu ça aussi déjà. Et donc, résultat, tous les mois, elle avait un prélèvement de 20 € sur son compte bancaire parce qu'elle a cliqué là-dessus après son achat. Donc, méfiez-vous à la fin des achats quand on vous promet un remboursement, ne cliquez jamais. Cliquez jamais parce que c'est vraiment une arnaque. Après, on ne vous fait pas d'histoire pour vous décommander, mais entre-temps, on vous aura prélevé 12 mois fois 20 €, quoi. C'était juste une parenthèse, mais je trouve que c'est vraiment une arnaque que je tenais à signaler dans le cadre de ce PowerPoint. Donc, notre petit quiz. Parmi les propositions suivantes, quelles sont les 2 bonnes pratiques à mettre en œuvre? C'était à toi, Rihanna. Je suis désolée, j'ai pris la parole. Pas grave. Je te laisserai après. Grave. Oui. Pour assurer la sécurité de vos mots de passe. Alors, les noter sur un post-it pour s'en souvenir. 2, choisir un mot de passe suffisamment complexe. 3, les confier à un tiers en cas de besoin. 4, utiliser un mot de passe différent pour chaque accès. Vous pouvez taper sur le chat votre réponse. Alors, deux bonnes pratiques. Hein. Cédric. Non, Fred. Qui c'est qui a dit? Oui, c'était Fred, pardon. Ah oui. Alors, il y a une personne qui a dit « Noter sur un post-it pour s'en souvenir ». Qu'est-ce que tu en dis, Sylvie? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Si jamais vous faites une photo ou quelqu'un vient devant votre ordinateur et voit le mot de passe, il peut être sûr que c'est le mot de passe que vous utilisez partout. Donc, c'est très simple. C'est vraiment à proscrire, vraiment. Et si vous perdez le mot de passe, c'est pas bon non plus. Pardon? Non. Et si le mot de passe est perdu, si le post-it est perdu, c'est pas bon non plus. Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc, les 2 bonnes réponses, c'est effectivement les 2 et 4, presque tout le monde avait trouvé. Choisir un mot de passe suffisamment complexe, c'est ce qu'on a vu dans la première règle, et utiliser un mot de passe différent pour chaque accès. C'est hyper important. Deuxième question. Chercher l'intrus. Comment se prémunir de l'hameçonnage ou du phishing? Donc, première, si j'ai un doute concernant un message électronique ou un appel, je contacte directement l'organisme concerné pour en confirmer l'authenticité. Deuxièmement, je vérifie qu'il y a bien le logo officiel dans le message reçu. Troisièmement, avant de cliquer sur un lien douteux, je positionne le curseur de ma souris sur le lien sans cliquer pour vérifier l'adresse vers laquelle il pointe. Ou bien, quatrièmement, je ne communique jamais d'informations sensibles par téléphone ou messagerie électronique. À vos réponses. Oui, c'est bien, oui. Alors, c'est chercher l'intrus. Hein.
Ah, pardon. Chercher l'intrus. Céline, tout est intrus. Ouais, c'est ça. Bon, je crois que tout le monde n'est pas d'accord. Alors, toutes les 3 autres propositions sont justes. Il y a juste la 2. Ça ne veut pas dire que s'il y a un logo officiel dans le message reçu, que ce logo officiel vous prouve que c'est bien la personne qui se dit du gouvernement, par exemple, qui vous écrit. C'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est OK pour tout le monde? Bah, ceux que je ne vois pas, je considère que c'est OK. Hein. Alors, 3e quiz. Cherchez encore l'intrus. J'ai besoin d'une application mobile. Je la télécharge 1 sur le site officiel du fournisseur, 2 sur les magasins officiels d'applications comme Google Play ou App Store, 3 sur n'importe quel autre site. On cherche l'intrus. Donc, il n'y en a qu'un. Yes. Voilà, je crois que tout le monde est d'accord. Hein. Vous avez compris les règles? Donc là, sur cette diapo, je vous ai mis un certain nombre de ressources, principalement gouvernementales. Il y a une ressource aussi, il y a des ressources aussi de la CNIL. Sur la CNIL, vous trouvez énormément d'infos, que ce soit maintenant en termes de cybersécurité ou en termes de RGPD. Vous trouvez beaucoup d'infos. Le site de l'ANSSI du gouvernement, c'est le guide des bonnes pratiques de l'informatique pour les petites entreprises. Cybermalveillance, là aussi, vous avez le quiz au complet. Il y a 3 questions qui proviennent de ce quiz que vous avez passé là, mais il y en a d'autres sur le site. Il y a aussi donc le site academy.fr, qui est un site tout à fait officiel. Vous aurez d'autres vidéos que celle de Dimitri qui va payer qui va récupérer les données de la carte bancaire de la dame qui achète ses chaussures pour 7 900 €. Vous avez, oui, les sécurités, donc là, des conseils en matière de sécurité pour Zoom, qu'on utilise beaucoup en ces temps de confinement. C'est le site de E7, l'antivirus, qui propose un certain nombre de ressources. Et encore la CNIL que j'aurais pu récupérer un peu plus tard pour les conseils de la CNIL pour utiliser les outils de visioconférence. Donc tout ça, vous pouvez le voir lors du replay, vous aurez l'occasion de voir plus précisément ou de noter les liens. Y a-t-il des questions? Oui, moi j'avais quelques questions. J'ai pas osé interrompre au fil du déroulé, alors j'ai pris quelques notes. Donc pour revenir sur quelques points. Donc au tout départ, là, pour justement la génération des mots de passe, est-ce qu'on peut faire confiance aux trousseaux donc, qui sont proposés par nos OS, que ce soit Mac ou Windows, pour sauvegarder nos mots de passe? Donc, sachant que le trousseau, c'est le logiciel interne qui propose de sauvegarder en mémoire les mots de passe qu'on a créés ou qui ont été générés. Non. Vous avez principalement ces trousseaux dans les navigateurs. Alors moi, je l'ai sur l'OS natif. Hein. C'est du Mac ou du Windows? Alors, je l'ai sur Mac, ça c'est un logiciel natif. Sur Windows, c'est le trousseau Google. Voilà, donc c'est navigateur. Hein. C'est navigateur Google. Ça appartient à Google. Alors Mac, je ne sais pas, hein, je ne connais pas. C'est ce que j'ai dit, je ne connais pas les outils natifs de Mac. Mais par contre, tout ce qui est dans les navigateurs, moi je peux vous le retrouver en moins de 2, vos mots de passe.
Donc, les, Voilà. les logiciels que tu nous as conseillés, donc eux, par contre, permettent, eux, ils sont sur l'ordinateur, sont enregistrés et c'est eux qui C'est une gèrent application à part. Ouais. C'est une l'application. application. D'accord. Ok. Ouais. Voilà. Après, j'avais encore deux autres questions concernant les sauvegardes à faire régulièrement de son disque dur ou de ses documents ou de ses photos. Je voulais savoir, est-ce que la règle des 3 est toujours valable? J'entends par la règle des 3, c'est que jadis, on apprenait qu'il fallait faire une sauvegarde fille, mère et grand-mère, et que chaque fois qu'on changeait, on modifiait sur les 3 générations, de façon à avoir toujours 3 sauvegardes de l'intégralité de ces documents. Voilà. Est-ce que ça, c'est encore valable aujourd'hui comme règle ou pas? Ben, mieux vaut 3 qu'une, hein, moi je dirais. Après, ça dépend de ton temps, mais personnellement, j'en ai toujours 2. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est une règle qu'on se fixe et ça dépend de ce qu'on a comme données. Ça dépend de plein de choses, mais tu peux très bien considérer que 2, c'est bien, quoi. 2 sauvegardes, ça te fait 3 jeux de données, quoi. Okay. Et je peux juste oui. te répondre sur ça aussi, sur mon expérience personnelle. Donc moi, je ne fais pas de sauvegarde de disque dur ou comme ça. Je fais que sur le cloud. Donc c'est une application spéciale. C'est un serveur spécial que j'ai sur le cloud. Mais du coup, tu ne sauvegardes pas ni la mère, ni la fille, ni rien. En fait, tu as tout le traçage. Tu peux dire, je veux revenir sur telle heure, à telle date, de telle sauvegarde. Donc, en fait, il a tout le chronologie à chaque fois. Il n'écrase pas les sauvegardes mère, fille et tout. C'est parce qu'il écrase à chaque fois, en fait. Donc, tu n'as pas la chronologie. Alors que quand tu as un serveur, en fait, il garde tout. Donc, tu peux revenir sur un travail mince. C'était un travail que j'ai fait il y a 2 ans. C'était super, mais je ne sais plus c'était quoi. Donc, je peux vraiment revenir dessus, le restaurer. Voilà. Donc, mais c'est un choix, encore une fois, d'outils. Un logiciel à installer? Un logiciel installé, Google Cloud? Non, c'est un hébergement. Il n'y a pas de logiciel, c'est un hébergement à faire. Donc, il faut se rapprocher. Donc, mon entreprise, par exemple, il héberge tous ceux qui ont envie de faire des sauvegardes comme ça. Donc, moi, j'assure tout ce qui est le sauvegarde, la maintenance. Donc, la personne aura toujours ses données à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit et c'est sécurisé. Et c'était donc l'objet aussi de notre dernière question. Tout à l'heure, tu as parlé de faire confiance, c'était Sylvie, à des data centers spécialisés justement pour ce type de sauvegarde. Et j'avais posé la question, est-ce que data center spécialisé ou général? C'est-à-dire qu'en fait, en payant, par exemple sur Mac, on a l'accès au cloud de Apple, tout comme sur Google ou sur Windows, on doit certainement avoir les data centers de ces gros-là, j'allais dire. Toi, tu parlais de quelque chose de plus spécialisé, donc je suppose peut-être des entreprises qui… peut-être de Rihanna, je ne sais pas. Ouais, peut-être. Je ne sais pas si Rihanna, tu veux répondre? Par exemple, comme tu disais, Mac ou Google, ils ont leur propre cloud, OneDrive ou comme ça. Mais la différence, c'est tout simplement que ça appartient à Google. Donc, ça répond aux chartes de Google. Il utilise et il exploite tes données. C'est comme ça. Mais quand on a un serveur cloud personnalisé, c'est-à-dire que c'est le mien. Et donc, c'est uniquement ce que je veux accéder au mien qui va accéder au mien. Donc, ça appartient ni à Google, ni à… Ça appartient, par exemple, à mon entreprise qui est X. Et donc, c'est comme mon coffre-fort. Donc, je n'ouvre mon coffre-fort qu'à moi avec mon mot de passe et tout. Alors que si c'est par exemple à Google ou à Mac et tout, ça leur appartient. En fait, tu leur donnes tes données, donc ils peuvent en disposer. Alors que l'autre côté, si tu as ton propre serveur, c'est à toi, ça ne leur appartient pas. Donc c'est juste ça la différence, mais en termes de sécurité et tout, ça va, les uns peuvent valoir les autres, quoi. Et c'est juste en termes de propriété la différence, je dirais. C'était bien ça, là, le terme de data center spécialisé. Hein. C'était bien de ce genre de… Oui, voilà. Ouais. D'accord. Okay. Je ne sais pas, Céline, est-ce qu'on a encore le temps ou… En termes de timing, on a un petit peu dépassé. Pascal, tu voulais poser une question? Oui, je voulais…
Vous m'entendez là? Oui, Je oui. vois plus à l'écran. Je voulais te demander, tu as parlé de synchronisation. À quoi ça sert? En quoi ça consiste exactement? Synchronisation des données, oui. Alors, synchronisation, c'est-à-dire que tu pars à un moment donné, tu fais une sauvegarde et après, la synchronisation va uniquement sauvegarder ce qui a changé ou supprimer des fichiers qui ont été enlevés ou tu vois, il fait juste le différentiel. D'accord, merci. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de nous. Céline, je pense qu'il faut qu'on arrête là. Oui, on va arrêter. Et par Donc, contre, ce que vous pouvez faire, c'est donner vos coordonnées dans les messages pour voilà. que les personnes qui ont des questions à vous poser, vous les posent. Alors, on vous met notre adresse mail dans